histoire d'en dire plus. Crois-moi, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film qui m'a marqué. On plonge dans les profondeurs de District 9, le premier long métrage de Neil Blomkamp, sorti en 2009. Bien plus qu'un simple film de science-fiction, District 9 s'est imposé comme une parabole frappante de l'apartheid et une réflexion puissante sur la déshumanisation, la xénophobie et notre capacité à ignorer la souffrance des autres. District 9 nous propulse dans un univers alternatif où, en 1982, un immense vaisseau extraterrestre s'est immobilisé au-dessus de Johannesburg, en Afrique du Sud. À son bord, des centaines de milliers d'extraterrestres, dénutris et malades, que l'humanité décide d'installer dans un camp de réfugiés temporaire baptisé District 9. 28 ans plus tard, ce camp est devenu un bidonville surpeuplé, un ghetto alien sous haute surveillance où règne criminalité et misère. Les extraterrestres, surnommés péjorativement les crevettes, en raison de leur apparence, sont devenus des indésirables. C'est dans ce contexte qu'une multinationale d'armement, la Multinational United, la MNU, est chargée de déplacer les aliens vers un nouveau camp, bien plus éloigné de la ville. Cette opération est confiée à Vicus van der Werve, un bureaucrate zélé mais naïf, incarné avec brio par Charlton Copley. La force de District 9 réside dans sa capacité à nous immerger dans un univers hyper réaliste grâce à son style documentaire. Le film alterne entre séquences d'interviews, images d'archives fictives et narrations classiques, créant une sensation de reportage sur le vif qui renforce l'impact émotionnel du récit. Cette approche n'est pas sans rappeler des documentaires sur l'apartheid, établissant d'emblée un parallèle saisissant avec l'histoire réelle de l'Afrique du Sud. Blomkamp est né et a grandi à Johannesburg durant l'apartheid, et c'est cette expérience qui imprègne chaque image du film. District 9 n'est pas une simple métaphore de l'apartheid, c'est une transposition de cette réalité dans un contexte de science-fiction. Le nom même du film fait référence au District 6 de Cape Town, un quartier multiethnique dont la population non blanche a été expulsée dans les années 70 sous le régime de l'apartheid. Ce que distingue District 9 des autres films de science-fiction, c'est son refus de tomber dans la facilité du récit d'invasion extraterrestre. Ici, les aliens ne sont pas des conquérants venus dominer la Terre. Ils sont réfugiés, vulnérables et ironiquement soumis aux mêmes préjugés et à la même ségrégation que les populations noires sous l'apartheid. Cette inversion des rôles traditionnels permet à Blomkamp d'explorer la xénophobie sous un angle nouveau, révélant comment la peur de l'inconnu peut facilement se transformer en haine et en déshumanisation. Au cœur de cette histoire se trouve Vicus, dont la transformation est à la fois physique et morale. Lors d'une opération d'expulsion, il est exposé à une substance extraterrestre qui déclenche une métamorphose progressive, transformant son corps en celui d'un alien. Cette transformation
catalyse l'arc narratif du film et sert de puissante métaphore pour vraiment comprendre l'oppression. Excusez-moi, je suis enrhumé. Vicus doit littéralement devenir l'autre. Au début du film, Vicus incarne parfaitement le bureaucrate banal qui perpétue un système injuste sans le remettre en question. Il traite les extraterrestres avec un mélange de condescendance et de dégoût à peine dévoilé. Sa transformation forcée le place brutalement de l'autre côté de la barrière, lui faisant subir la même discrimination qu'il infligeait auparavant sans état d'âme. Sa métamorphose est d'autant plus terrible que Emenu, l'entreprise pour laquelle il travaille, voit soudain en lui non plus un employé, mais une ressource exploitable. Les armes extraterrestres ne fonctionnant qu'avec l'ADN alien, Vicus devient un spécimen précieux que l'on dissèque sans pitié. Le film nous montre alors des horreurs d'une médecine sans éthique, rappelant les expérimentations médicales menées sur des populations marginalisées à travers l'histoire. En fuyant ses anciens employeurs, Vicus trouve refuge dans le seul endroit où il peut se cacher, le District 9 lui-même. Contraint de collaborer avec Christopher Johnson, un extraterrestre plus intelligent que les autres, il découvre que les crevettes ne sont pas les créatures primitives que l'humanité croit. Leur vaisseau n'est pas en panne par hasard. Leur arrivée sur Terre n'est pas le fait d'une invasion ratée, mais d'une mutinerie ayant mal tourné. Christopher cherche depuis des années à synthétiser le carburant nécessaire pour redémarrer le vaisseau mère et rentrer sur sa planète. Cette révélation est cruciale car elle humanise les extraterrestres, leur donnant une histoire, une culture, des motivations compréhensibles. Christopher n'est pas juste un alien anonyme, c'est un père qui protège son fils, un ingénieur brillant qui cherche à sauver son peuple, et cette dimension émotionnelle renforce l'empathie du spectateur, l'obligeant à reconnaître la valeur de vie qu'il aurait pu juger différente ou inférieure. L'évolution de la relation entre Vicus et Christopher constitue l'âme du film. Au départ méfiants l'un envers l'autre, ils sont contraints de coopérer pour poursuivre. Leur alliance fragile évolue lentement vers un respect mutuel, symbolisant la possibilité d'une compréhension interculturelle, d'une reconnaissance de l'autre, malgré les différences les plus extrêmes. Le parcours de Vicus est d'autant plus remarquable qu'il commence le film comme un anti-héros pathétique, lâche, opportuniste et profondément imprégné des préjugés de sa société. Il n'a rien du protagoniste hollywoodien typique. Sa rédemption n'est pas non plus celle attendue du héros blanc qui sauve les opprimés. Jusqu'à la fin, Vicus reste ambigu, agissant d'abord par intérêt personnel, avant de finalement choisir le sacrifice. La scène finale, où Vicus est désormais presque entièrement transformé en extraterrestre, fabrique une fleur en métal pour sa femme, est d'une beauté déchirante. Il suggère qu'il a conservé son humanité malgré sa transformation physique complète, inversant ainsi le message du film. L'humanité n'est pas une question d'apparence, mais de comportement et de choix moraux. Si District 9 fonctionne si bien comme l'allégorie de l'apartheid, c'est aussi parce qu'il s'ancre dans une réalité sociopolitique plus large. Le film a été tourné à Chihuahua, dans le township de Soweto, utilisant comme décor les véritables bidonvilles où vivent des millions de Sud-Africains défavorisés. Les scènes d'expulsion rappellent non seulement l'apartheid historique, mais aussi les déplacements forcés qui continuent d'affecter les populations marginalisées dans l'Afrique du Sud contemporaine. La ségrégation spatiale dépeinte dans le film fait écho à la fragmentation urbaine persistante dans le pays.
Malgré la fin officielle de l'apartheid en 1994, l'Afrique du Sud reste l'une des sociétés les plus inégalitaires au monde, où la géographie de l'exclusion continue de déterminer qui a accès aux ressources, à l'éducation et aux opportunités. District 9 nous oblige également à confronter notre propre hypocrisie face aux crises humanitaires. Dans le film, la communauté internationale s'indigne initialement du sort des extraterrestres avant de les oublier complètement. Cette dynamique d'attention éphémère suivie d'indifférence chronique n'est-elle pas similaire à notre réaction face aux crises des réfugiés ou aux violations des droits humains dans le monde réel? Un autre aspect fascinant du film est sa représentation des corporations privées comme MNU. Dans un monde post-apartheid, où le racisme institutionnel est officiellement condamné, l'exploitation et la violence se perpétuent sous couvert de profit de sécurité nationale. MNU incarne parfaitement ce que Naomi Klein appelle le capitalisme du désastre. L'exploitation des crises par des intérêts privés sous prétexte de solutions pragmatiques. L'intérêt de MNU pour les armes extraterrestres, plutôt que pour la technologie médicale ou énergétique que les aliens auraient pu partager, révèle les priorités déformées d'un système guidé uniquement par le profit et la domination. Cette critique du complexe militaro-industriel résonne particulièrement dans notre monde contemporain, où les budgets militaires explosent tandis que les crises humanitaires restent sous-financées. Sur le plan technique, District 9 est d'autant plus impressionnant qu'il a été réalisé avec un budget modeste de 30 millions de dollars, une somme dérisoire comparée aux blockbusters hollywoodiens habituels. Les effets spéciaux créés par la société néo-zélandaise Weta Digital et Image Engine sont remarquablement intégrés aux séquences tournées caméra à l'épaule. Cette approche visuelle brute renforce l'authenticité du récit, créant une immersion totale dans cet univers dystopique. La performance de Charles Copley, qui n'était pas acteur professionnel avant ce film, apporte une spontanéité et une vulnérabilité qui auraient pu manquer une interprétation plus polissée. Son vicus est irritant, pathétique, mais ultimement profondément humain dans ses contradictions et sa lente évolution morale. La direction artistique mérite également d'être soulignée. Le contraste entre la technologie alien avancée et la crasse du bidonville crée une esthétique unique que Blomkamp développera dans ses films suivants. Les extraterrestres eux-mêmes, avec leur physiologie à mi-chemin entre insectes et crustacés, sont conçus pour susciter un malaise initial qui se dissipe progressivement lorsque le spectateur apprend à voir au-delà de leur apparence. La bande sonore, composée par Clinton Shorter, complète parfaitement cette vision, mêlant instruments traditionnels africains et sonorités électroniques pour créer une ambiance à la fois étrangère et familière, reflétant la dualité au cœur du film. Mais ce qui distingue vraiment District 9 des autres films de science-fiction, c'est son refus des résolutions faciles. Là où Hollywood nous aurait offert une révolution des opprimés ou une réconciliation sentimentale, Blomkamp choisit une fin plus nuancée. Christopher parvient à s'échapper avec son fils et le module de commande promettant de revenir à Devicus, mais les extraterrestres restant seront relocalisés dans le District 10, un camp encore plus isolé. La structure oppressive demeure, même si une lueur d'espoir subsiste. Cette absence de clôture narrative reflète la réalité des luttes contre l'oppression systématique. Elles sont longues, progressent par à coup, connaissent des reculs. Elles ne se résolvent jamais complètement par un moment cathartique unique. En cela, District 9 est profondément honnête dans sa représentation du changement social.
Le succès critique et commercial de District 9 a été phénoménal pour un premier film. Nommé à 4 Oscars, dont celui du meilleur film, une rareté pour un film de science-fiction, il a rapporté plus de 210 millions de dollars au box-office mondial, prouvant qu'un cinéma intelligent, politiquement engagé et visuellement innovant pouvait toucher un large public. L'impact culturel du film s'est également manifesté dans la façon dont il a inspiré des discussions sur l'immigration, les réfugiés et la xénophobie bien au-delà du contexte sud-africain. En 2009, année de sa sortie, l'Europe et les États-Unis faisaient face au débat houleux sur l'immigration, donnant au thème du film une résonance universelle. Plus de 10 ans après sa sortie, District 9 reste d'une pertinence troublante dans un monde où les murs se dressent aux frontières, où les réfugiés sont parqués dans des camps surpeuplés et où la rhétorique déshumanisante envers l'étranger imprègne les discours politiques. Le film nous rappelle notre capacité collective à créer des systèmes d'exclusion et à rationaliser la souffrance des autres. La séquence où des enfants sud-africains demandent à un extraterrestre de le faire une astuce, comme s'il s'agissait d'un animal de cirque, est particulièrement dérangeante, car elle montre comment les préjugés se transmettent aux générations suivantes, perpétuant les cycles de discrimination. Au final, District 9 nous confronte à une question fondamentale. Qui considérons-nous en pleinement humain, digne de droit, de respect et d'empathie? Les crevettes du film sont un miroir qui reflète nos propres préjugés, nos propres angles morts et moraux. Qui sont les extraterrestres dans notre société que nous choisissons d'ignorer, de parquer et d'exploiter? La force du film réside dans sa capacité à nous faire ressentir viscéralement l'injustice de cette déshumanisation à travers l'expérience de Vicus. Sa transformation physique n'est qu'un véhicule pour explorer la transformation morale plus profonde que représente le passage de l'indifférence à l'empathie, du conformisme à la résistance. Blomkamp a évoqué un sujet de projet de suite, provisoirement intitulé District 10, mais le film n'a pas encore vu le jour. Peut-être est-ce mieux ainsi. La force de District 9 réside en partie dans son caractère incomplet, dans les questions qu'il laisse en suspens, nous invitant à poursuivre la réflexion bien après le générique final. Car c'est bien là que réside le pouvoir de la science-fiction. Non pas nous faire évader de notre réalité, mais nous y ramener avec un regard neuf, en déplaçant nos problèmes sociaux dans un cadre fantastique. Elle nous permet de les voir sans les filtres de nos préjugés habituels, de nos positions politiques enracinées, de nos défenses psychologiques. District 9 s'inscrit dans la grande tradition de la science-fiction sociale et politique, aux côtés d'œuvres comme La planète des singes ou Soleil vert. Comme c'est classique, il utilise l'allégorie pour nous faire réfléchir à les questions fondamentales. Qu'est-ce qui définit notre humanité? Comment les sociétés justifient-elles l'oppression? Comment l'indifférence morale se normalise-t-elle? En conclusion, District 9 n'est pas seulement un brillant film de science-fiction ou une métaphore efficace de l'apartheid, c'est un miroir tendu à notre propre capacité de déshumanisation, à notre propre complicité dans des systèmes d'oppression. Sa pertinence n'est pas émoussée avec le temps. Au contraire, dans un monde où les inégalités se creusent et où la rhétorique de division prospère, son message résonne peut-être encore plus fort aujourd'hui qu'à sa sortie. Je vous invite à revoir le film remarquable comme il est, avec ce regard en tête, à être attentif aux détails qui vous auraient échappé lors d'un premier visionnage, et surtout à vous demander qui sont les extraterrestres que notre société refuse de voir
comme pleinement humain, et que sommes-nous prêts à faire pour changer cela? C'était Histoire d'en dire plus cinéma, votre podcast sur les films qui changent notre regard sur le monde. Je suis Sky Boigno, merci de m'avoir écouté. Merci les amis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles pour me faire remonter dans les sondages et dans les classements. C'est très important pour moi, s'il vous plaît. Ça coûte rien, c'est juste un petit clic, un petit like, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Je vous dis merci, à bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Crois-moi, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les boules roses, c'est du dragonal.